J'ai eu l'opportunité de vraiment concevoir cette escale autour de la vidéo féministe en prenant comme perspective vraiment les échanges qui ont lieu à cette époque, donc dans les années 70, entre les féministes autour de différentes questions. Notamment, vous allez voir dans cette escale, il y a 6 films programmés au Québec et 7 films en France. Qui abordent des questionnements différents, autant des préoccupations vraiment de l'époque en ce qui concerne par exemple l'avortement, en ce qui concerne donc le viol, les agressions sexuelles, l'autosanté pratiquée voilà, entre femmes, et différentes questions voilà, qui traversent un peu ce corpus et que nous allons en fait aborder aujourd'hui tous ensemble. Mais peut-être, avant d'aller un petit peu plus loin sur cette programmation, j'aimerais donner la parole voilà, à Naomi Descaridegno, qui est à l'initiative aussi de cette escale et qui m'a appelée donc, pour pouvoir faire cette programmation. Donc, je la laisserai peut-être dire quelques mots sur le pourquoi Tenk a décidé de faire cette escale. Oui, merci Julia. Alors, je suis Naomi Descaridegno, je suis la directrice artistique de Tenk, présentement en congé de maternité et donc remplacée par Gabrielle, qui est présente avec nous aujourd'hui. Tenk, c'est une plateforme de diffusion en ligne qui est consacrée au cinéma documentaire, qui existe maintenant depuis, qui diffuse un peu plus de 2 ans au Québec et qui existe aussi en France. Puis on se pose notamment des questions à Tenk de conservation puis de diffusion de contenus vidéo qui ont été peu diffusés ou qui sont peu diffusés aujourd'hui. Puis on accompagne, nous, la diffusion des films avec des mises en contexte, notamment historiques, politiques, esthétiques. Et c'est dans cette optique-là que j'avais invité justement Julia à venir préparer cette programmation de ces films qui, dans notre jargon, on appelle des escales, autour de la vidéo féministe. Puis j'avais beaucoup de raisons qui expliquaient mon envie de cette escale. D'abord, je pense que c'est une forme de curiosité en écoutant des films de l'époque. On s'apercevait, en fait, moi, je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de liens entre les différents films. Puis il y avait une forme de géographie un peu de la lutte féministe, où je me rendais compte que dans certains films, notamment québécois, on donnait la parole à des féministes américaines, notamment dans le film Quelques féministes américaines de Luce Guibault, Nicole Brossard et Margaret Westcott, qui a été réalisé en 1978. Puis là, elles interrogeaient des féministes américaines. Ensuite, il y avait des films dans lesquels on voyait des Italiennes qui étaient faites par des Québécoises. Puis on avait des films français dans lesquels on voyait notamment Luce Guibault, qui était interrogée par Delphine Seyrig dans Sois belle et tais-toi. Delphine Seyrig qui faisait partie alors du collectif Les Insoumeuses en France. Et je me demandais comment s'organiser un peu cette géographie des luttes-là, parce que souvent, quand on fait l'histoire a posteriori, on a l'impression qu'il y a comme une espèce de structure qui explique les choses, puis que la lutte allait advenir. Mais finalement, quand on creuse un peu, surtout les questions féministes, je trouve que c'est intéressant de voir un peu les coulisses de l'histoire ou la vie même domestique de l'histoire. Qui était ami avec qui? Comment est-ce que les gens se parlaient? Est-ce qu'il n'y avait pas Internet? Fait, comment est-ce que les féministes, ça se fait qu'il y avait des Québécoises qui étaient en Italie? Où est-ce qu'elles montraient leurs films? Fait que, bref, je me demandais justement comment étaient ces liens-là, comment ça s'organisait, est-ce que les gens s'envoyaient des lettres, combien coûtaient les caméras, pourquoi est-ce qu'on s'achetait une caméra, c'est quoi l'impulsion de départ, parce que c'est vraiment différent la vidéo que le cinéma. Bon, on va aborder toutes ces questions-là, mais je voulais comprendre vraiment à l'origine, puis ce qui est vraiment intéressant avec cette histoire très contemporaine, c'est que les femmes de l'époque sont encore avec nous, puis peuvent nous raconter cette histoire-là, puis peuvent nous raconter vraiment aussi dans leur vie personnelle, dans leurs souvenirs, dans leurs affections, leur intimité, parce qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup d'informel. C'est des liens d'amitié, c'est des liens d'amour, c'est des liens de lutte partagée, puis c'est très émouvant puis bouleversant de voir comment ça s'organisait, puis aussi de dessiner comme ça une espèce de topographie ou de cartographie des luttes de l'époque. Alors, c'est vraiment ça que j'avais envie de creuser. Puis aussi, il y avait évidemment la question de... Ben, c'est ça aussi, même qui s'occupait des enfants. Je suis bien curieuse avec tous ces aspects-là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que les femmes vont pouvoir nous raconter, qui sont là avec nous aujourd'hui. Puis en parlant à Julia, elle qui connaît très, très bien ce corpus-là, elle a fait émerger des pépites, des films vraiment intéressants qui nous donnent aussi une impression de déjà-vu très, très bouleversante à l'époque où on remet en question la notion du droit à l'avortement, entre autres aux États-Unis. Fait que ça... Bref, des discussions très intéressantes qui s'en viennent dans cette discussion. Merci à tout le monde d'être là. Merci Naomi. Donc simplement un petit mot avant de commencer, donc de laisser la parole à nos invités, simplement pour vous dire que sont disponibles sur les 2 plateformes donc un corpus de films qui documente un peu les échanges qui ont eu lieu entre le Québec et la France, en fait, notamment
particulièrement dans les années 70, parce qu'il y a un certain nombre de collectifs qui vont émerger, donc que ce soit en France ou au Québec. Notamment au Québec, on a Vidéo Femmes qui va pouvoir émerger à partir des revendications féministes de l'époque et qui va échanger, en fait, créer des liens avec d'autres féministes en France, notamment Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, et donc ils vont créer des liens avec le Centre du visuel Simone de Beauvoir. On va pouvoir échanger à ce propos dans quelques minutes. Mais il y a aussi des trajectoires qui sont différentes et j'ai envie de souligner justement le collectif Arnate Vidéo, donc, qui est un collectif inuit, donc, de femmes Inuit, donc au Canada, donc, qui a émergé à partir des années 90. Donc c'est un petit peu un pas de côté qu'on fait, mais important pour saisir un petit peu les façons dont les femmes se sont appropriées le médium. Donc ce n'est pas forcément que dans un contexte féministe, mais aussi dans un contexte colonial. Donc ces questions vont traverser un petit peu nos échanges, donc évidemment, puisqu'entre les territoires, il y a évidemment des histoires coloniales. Donc on veut porter une attention justement aux intersections entre les luttes. Différentes luttes ont émergé, que ce soit aussi des luttes LGBT, des luttes des minorités plus largement. Et donc aujourd'hui, il s'agira vraiment de se concentrer sur comment ont pu se matérialiser ces échanges. Donc pour commencer, en fait, je laisserai la parole à nos invités pour qu'elles puissent se présenter dans leurs propres mots. Donc on commencerait peut-être avec Karine Bertrand. Bonjour Karine. Bonjour, merci pour cette belle invitation et pour cette merveilleuse collaboration aussi. Je crois qu'on est tous passionnés par nos sujets de recherche et ça fait toujours du bien de pouvoir partager. Donc, merci. Merci aux organisatrices. Moi, je suis professeure agrégée à l'Université Queen's. Je suis très curieuse, hein? Je me spécialise dans le cinéma québécois, dans le cinéma autochtone, les road movies, tout ce qui a rapport au cinéma des minorités. J'enseigne la critique cinématographique aussi. Et je suis très, très, très intéressée par la question des rencontres interculturelles. Peut-être parce que j'enseigne en Ontario et que du côté canadien-anglais, on dirait que ça semble toujours être des rencontres impossibles, hein, autochtones et blancs, tandis qu'au Québec, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de possibilités et on a des beaux exemples de collaboration aussi depuis les 30 ou 40 dernières années entre, souvent, c'est des cinéastes blanches québécoises et des cinéastes autochtones femmes. Donc, c'est ça. Merci. Je suis contente d'être ici. Merci Karine. Je donnerai la parole à Nicole Giguère. Oui, salut. Bon, alors, je suis Nicole Giguère, je suis réalisatrice. J'ai été au départ de Vidéo Femmes à Québec dans les années 70. Ça remonte à loin. Julia nous force à nous creuser la tête pour nous souvenir de toutes sortes de détails. Alors, voilà, j'étais là au début, j'ai commencé à faire du vidéo avec l'équipe de Vidéo Femmes. On parle des années 70, on parle des débuts, mais on a continué. Et Hélène et moi, on a continué quand même à produire, à être réalisatrice, surtout en documentaire dans mon cas. Donc, j'ai continué depuis ce temps-là à être réalisatrice, mais avec Vidéo Femmes, j'étais là au moins une bonne dizaine d'années et par la suite, je suis déménagée à Montréal. Vidéo Femmes étant à Québec, dans la ville de Québec. Je suis déménagée à Montréal 10 ans plus tard, mais j'ai quand même continué à avoir certaines collaborations, productions en collaboration avec Vidéo Femmes. Donc, comme c'est des premières années que Julia voudrait parler. Alors, Hélène et moi, je pense qu'on va pouvoir essayer de fouiller dans nos souvenirs. Merci, Nicole. Je donnerai la parole à Hélène pour poursuivre. Que rajouter? Moi aussi, j'ai persévéré dans la réalisation. En fait, avec Hélène Roy, on était Nicole, moi, Hélène Roy. Hélène étant en fait presque l'initiatrice de tout ça. Elle avait, dans mes souvenirs, en fait, elle avait déjà proposé un festival de films de femmes à l'Université Laval et c'est un peu le déclencheur parce qu'on a découvert en fait que le cinéma de femmes existait. Parfois, on voyait dans les ciné-clubs un film d'Agnès Varda, mais là, elle avait réuni assez de films pour qu'on puisse être remué, se dire « Hey, mais pourquoi pas ?» Donc, voilà le tout début de ça. Et puis,
Moi, j'ai appelé Hélène, j'ai appelé Nicole. Tout ça s'est mis en place d'une façon très informelle. Et même d'ailleurs, au début, on s'appelait La Femme et le film avant de s'appeler Vidéo Femme. Donc, raconter rapidement la petite histoire de ce trio qui a trouvé d'autres membres en cours de route. Et assez rapidement d'ailleurs. Tout à fait. Merci Hélène. Nicole Fernandez, je te laisserai la parole. Oui, bonjour et merci donc pour cette rencontre au-delà du Pacifique. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis donc archiviste, documentaliste spécialisée en audiovisuel et notamment dans le cinéma féministe et LGBT. Et donc, mon parcours a croisé celui de Carole Roussopoulos, donc, qui est à l'origine, donc on est à la même période en fait que Vidéo Femmes Québec, qui est à l'origine de la création d'un groupe qui s'est appelé les Musamus puis les Insoumises. Donc c'est 74 en fait quand elles se rencontrent. Mais Carole Roussopoulos commence bien avant, dès la fin des années 70-71, ses premières vidéos et achète une caméra. On reviendra dessus certainement après. Donc moi, je croise en fait ces femmes en 75 et à partir de là, je vais les retrouver quelques années plus tard et commencer à travailler avec elles, notamment à la création du Centre Simone de Beauvoir, qui va donc à la fois conserver, restaurer, diffuser les vidéos produites pendant 10 ans, donc les faire connaître et qui va en engranger d'autres. Et c'est ce qui continue encore aujourd'hui, malgré quand même, il faut le signaler, on fête les 40 ans du Centre Simone de Beauvoir, mais il y a eu 10 ans d'arrêt entre les années 93 et 2003, où le centre a réouvert avec une nouvelle équipe et avec des missions complémentaires à celles qui existent déjà, notamment le travail sur les stéréotypes sexuels, dont on parlera peut-être, et le travail auprès de femmes détenues. Et les chemins, donc on verra plus tard, de Vidéo Femmes et du Centre Simone de Beauvoir et des individus, des femmes elles-mêmes, se sont croisés à plusieurs reprises. Et moi, je les ai croisés aussi grâce notamment à la délégation québécoise à Paris. Merci beaucoup, Nicole. Donc, on pourrait peut-être donc commencer la discussion avec une première question, simplement pour vous dire, on aimerait faire une discussion un peu en deux parties. La première partie serait vraiment plus concentrée sur finalement le contexte, une période de contexte un peu historique, parce que voilà, certaines personnes ici ne savent pas un peu comment a émergé ces premiers corpus de vidéos, donc revenir un peu sur la création de Vidéo Femmes, de la création aussi des collectifs, soit Vidéo Out ou les Muses, les Insoumises pour Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig. Et peut-être comprendre aussi un petit peu la façon dont les femmes pouvaient avoir accès en fait au cinéma, puisque c'était aussi très, très compliqué d'avoir accès à du matériel argentique, donc, puisque le cinéma était sur des supports argentiques, la vidéo c'était un support plus amateur et un peu plus accessible. Mais voilà, je voulais savoir un petit peu à quel point c'était accessible, comment êtes-vous venu en fait à la vidéo, que ce soit Vidéo Femmes ou peut-être aussi, Karine, tu pourras nous expliquer comment le collectif Arnette Vidéo a émergé un petit peu plus tard. Mais voilà, ma première question, c'est vraiment sur comment vous êtes venu à tourner des films en vidéo, est-ce que vous vouliez faire des films à la base, est-ce que vous vouliez faire du cinéma, ou c'était vraiment expérimenté avec d'autres médias de communication? Donc, on pourrait peut-être commencer avec Hélène Doyle. Je racontais tout à l'heure que le déclencheur, c'était ce festival de films de femmes que Hélène Roy avait organisé. Et en fait, à partir de ça, moi, j'ai fait j'ai contacté Nicole qui faisait même la radio communautaire à ce moment-là, on se connaissait. Et puis, il y a eu cette volonté d'essayer de faire quelque chose, même on parlait de radio, on parlait même... On avait des projets, c'était même plus vaste que ça. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait trouver des outils, parce que bien beau dire cinéma, mais il fallait trouver les outils, il fallait s'organiser. Et une des premières choses qui était possible, c'était l'utilisation de la télévision communautaire qui avait déjà des instruments, soit en studio, soit mobile, donc des porte-à-pack. Il y en a une derrière les caméras, il y en a une derrière Nicole qu'on voit, Nicole Fernandez. Et c'était déjà une possibilité de diffuser des documents et de s'approprier quelque chose en attendant
pour moi en tout cas, de faire du cinéma, mais c'était là, c'était les structures de l'époque. Donc, même le premier document qu'on a fait, Nicole et moi, c'est même maintenant rendu un truc un petit peu rigolo qui est Philosophie de boudoir, qu'on a fait dans une journée. On est parti parce qu'il y avait la télévision communautaire, parce qu'on a pu prendre des instruments, aller faire ce reportage, parce que c'est un reportage, le monter, ils l'ont diffusé dans la journée et après ça, ping-pong, eux, ils effaçaient tout. Donc, nous, on était très fiers de notre coup, donc on a demandé une copie qui circule encore aujourd'hui, que Julia, tu as diffusée lors de certains événements. Voilà. Donc, c'était sur le Salon de la femme et c'était l'année de la femme. Il y avait le Salon de la femme, alors c'était un reportage sur ça. Justement, est-ce que tu veux poursuivre, Nicole, sur ce qu'a dit Hélène? Oui, ben c'est ça. Mais oui, ben Hélène a bien expliqué. Alors, nous, je pense que Hélène, quand elle m'a contactée, bon, on avait l'idée, c'était une période de groupe communautaire. Bon, moi, je faisais la radio communautaire. C'était une période d'effervescence au niveau des communautés, les garderies populaires, les groupes populaires et tout. On s'inscrivait un petit peu dans ce mouvement-là. Avant même de dire on va se consacrer au sujet qui concerne les femmes, c'est venu c'est progressivement, assez rapidement quand même, mais un peu naturellement, parce qu'au début, c'était bon, tout ce qui concernait le quartier où on était un quartier populaire. Alors, il y avait des comités de citoyens, il y avait des choses comme ça. Alors, on a commencé à documenter un peu garderie et tout ça. Et là, c'était les manifs contre l'avortement, pour l'avortement libre et gratuit. Bon, on a commencé à documenter un peu ce qui se passait autour de nous et assez rapidement, on s'est rendu compte que c'est les sujets concernant les femmes qui nous intéressaient et qui nous passionnaient. Donc, c'est comme ça qu'on est devenu Vidéo Femmes. Et parce qu'on s'est dit, on va se consacrer uniquement à ces sujets-là. C'était les sujets de l'heure pour nous, c'était ça qui était important. Donc, je pense qu'avant d'être une démarche soit intellectuelle ou soit c'était une volonté de s'inscrire dans ce qui se passait autour de nous. C'était une période quand même assez dynamique, tout éclatait et tout ça. Donc, et Hélène et moi, bon, c'est sûr que tout de suite, on a voulu en produire et non pas seulement en diffuser. OK, c'était à l'origine, c'était un festival de films de femmes. On a fait aussi quelques tournées, mais au début. Mais l'idée pour Hélène et moi, c'était d'attraper une caméra et d'aller filmer. Et c'était ça qui nous intéressait. Alors voilà, c'est comme ça que c'est venu tout naturellement. Nicole Fernandez, peut-être tu veux poursuivre la discussion? Alors, ce n'est pas moi directement, mais je peux vous expliquer. Donc, derrière moi, vous avez justement Delphine Seyrig et Johanna Wider avec une caméra dans le porte-à-pack. Justement, c'est pour ça que je les ai mises dans mon dos. La première donc, qui va s'emparer de ces caméras, c'est Carole Roussopoulos. Alors, dans le contexte, on est après 1968, donc il y a une grande effervescence, on va dire, au niveau de tous les mouvements, politiques. Les femmes commencent à parler parce que pendant 68, elles ont très peu eu la parole, mais elles l'ont quand même prise dans certaines circonstances. Mais on est vraiment dans cette phase-là. Et Carole, par un hasard de la vie, je ne vais pas revenir dessus, on peut le voir dans le film de Callisto McNulty qui explique très bien cette démarche, va acheter une caméra et va tout de suite documenter parce qu'elle était intéressée par les luttes internationales, on dirait peut-être plus maintenant des luttes aussi intersectionnelles. Et donc, elle va commencer à documenter, comme viennent de le dire Hélène et Nicole, des événements qui se passent autour d'elle, des personnes qui sont engagées sur divers terrains et dans divers pays. Et ça va donner naissance donc, à ce qu'on appelle faussement un collectif, Vidéo Out, qui n'est pas un collectif, mais qui est ce couple donc, hétérosexuel, Paul et Carole, qui travaillent ensemble. Mais ils ont été obligés de se donner un nom parce qu'à chaque fois qu'ils intervenaient, on leur disait mais alors qui vous êtes, etc. Donc les Roussopoulos, apparemment les Français n'arrivaient pas à retenir ce nom grec. Donc ils ont dit Vidéo Out, qui est le nom, en fait, quand vous tournez, quand vous voyez le cul d'une machine, là, vous avez des in et des out. Et donc voilà, l'idée est venue de là. Donc ils vont démarrer en fait tous les deux, effectivement, avec un certain nombre de films sur le phare, sur Jean Genet. Et progressivement, en montant, en fait, juste je raconte ça parce que c'est important pour la technique. Comme il fallait se rendre à l'école des Beaux-Arts pour monter, parce qu'il n'y avait pas encore de table de montage partout, ça coûtait beaucoup plus cher que les caméras. Donc, c'est à l'école des Beaux-Arts que Carole va croiser des groupes féministes qui se réunissaient. Et la connexion va se faire par ce biais-là et aussi
par les stages qu'elle organise, dans lesquels vont se rendre Delphine Seyrig et Johanna Wider, qui vont donc former ensuite les Musamuses et les Insomuses. Et moi, c'est aussi comme ça que j'ai rencontré Carole dans un stage avec mon groupe féministe de l'époque. Donc, vous voyez que dans le contexte historique, là, tout à l'heure, vous parliez aussi de comment l'information se diffusait. Ben, il y avait le téléphone, il y avait les lettres, mais il y avait aussi un système en France qui s'appelait les répondeuses, où on mettait tous les événements, les contacts sur un répondeur et ensuite on appelait un numéro et on savait tout ce qui se passait en France, les projections, les manifestations, les prises de contact, les noms des avocates, etc. Et donc l'information circulait de cette façon-là, sans Internet et sans téléphone mobile. Juste pour préciser, en dehors de ce groupe, donc Vidéo Out, des Musamuses, des Insoumises, il y avait beaucoup de groupes de vidéos. Alors des groupes, on va dire, formés. Il y a beaucoup de couples dans cette histoire, des couples hétérosexuels et des lesbiennes, d'un autre côté. Donc, par exemple, dans Vidéa, c'était plutôt des femmes lesbiennes. Mais il y avait aussi Vidéo 00. Enfin, il y avait pas mal de groupes. Donc, tous ces groupes échangeaient leurs informations, échangeaient des bons montages, échangeaient des questions techniques et ont aussi créé un groupe de diffusion parce que dans le contexte de l'époque, diffuser de la vidéo, ce n'était pas facile. Les vidéoprojecteurs n'existaient pas. Donc, il fallait à chaque fois faire des installations à maison. Voilà, je dis rapidement parce que c'est une longue histoire. Bien sûr, mais c'est très important de contextualiser un peu c'était quoi la vidéo aussi, et que c'était aussi vraiment difficile de pouvoir tourner avec tout ce système, parce qu'on disait que c'était léger, que c'était un système plus léger, mais en fait c'était quand même un système assez compliqué, donc on pourra peut-être y revenir. Mais Karine, peut-être tu as envie aussi d'ajouter quelques mots par rapport à cette question. Par rapport à la question du féminisme ou par rapport à Arnaït plus spécifiquement? Plus par rapport à Arnaït, justement, comment ça a commencé ce collectif? Oui, j'aurais bien aimé que Marie-Hélène Cousineau soit avec nous aujourd'hui. C'est la personne la mieux placée pour parler de ce collectif, puisqu'elle a été l'instigatrice avec Madeleine Ivalou et Suzanne Avignac du Nunavut à Igloolik. Donc, ça a commencé en fait avec Igloolik Isuma Productions, donc avec Zacharias Kunuk, Norman Kahn et Paul Apak. Zacharias Kunuk a commencé à utiliser la caméra dans les années 80, tout début des années 80, pour documenter le mode de vie inuit un peu traditionnel, la culture, les traditions, tout ça. Et Marie-Hélène est arrivée au début des années 90, puis elle a rencontré les femmes, puis là, elle trouvait qu'Igloolik, c'était très masculin, hein? C'était un regard d'homme. Et je pense qu'elle est vraiment tombée en amour avec ces femmes. Il y a eu une rencontre, il y a eu une connexion, et il y a eu un désir justement de créer ces ateliers qui sont devenus par la suite Arnaït Video Productions. Donc, et leur message, hein, leur motto, c'est des femmes qui aident les femmes. Ça a commencé en 1991 avec des courts-métrages documentaires où on parlait beaucoup de la tradition, où on parlait aussi des défis contemporains des femmes inuites, mais il y avait ce désir-là hein, au niveau de la mémoire culturelle, de sauvegarder la mémoire culturelle, de créer des connexions intergénérationnelles. Et comme Marie-Hélène le dit, c'est un projet interculturel, donc de bâtir des ponts, de créer des ponts avec des communautés non inuites ou non autochtones. Donc, c'est un labeur d'amour. L'aventure s'est terminée en novembre dernier, donc 30 ans plus tard, parce que les aînés ont 80 ans et sont partis à la retraite. Mais je crois qu'au départ, c'était vraiment aussi pour montrer, pour valoriser les femmes inuites, montrer leur force, leur beauté, leur détermination, la place importante qu'ils occupaient dans leur communauté, particulièrement, non seulement en lien avec la tradition, mais aux défis en rapport avec le colonialisme. Donc, de montrer c'était quoi les obstacles, les défis et quelles sont les actions qui sont prises justement par ces femmes pour négocier avec ce nouveau mode de vie. On pourra aussi peut-être parler justement un peu plus précisément de l'entreprise de Marie-Hélène Cousineau, parce que l'idée, c'était vraiment pas de parler pour, mais c'était de permettre justement aux femmes de se réapproprier la vidéo pour produire des représentations d'elles-mêmes. Et donc ça aussi, c'est intéressant de voir comment ça a pu se développer tout au long de ces années. On a une invitée tout à fait spéciale aujourd'hui, donc qui vient de se rajouter. Donc c'est Jackie Buet. Je ne sais pas, Jackie, si tu peux peut-être mettre ta caméra
ou ouvrir ton micro. Parce que, donc, en fait, Jackie Buet est directrice du Festival international de films de femmes de Créteil. Voilà, elle vient tout juste de se joindre à nous et peut-être que tu veux te présenter, Jackie, aussi, qui a beaucoup échangé avec Nicole et Hélène aussi tout au long de ces années. Donc. Oui, excusez-moi, hein, j'ai un peu raté le début de la réunion. J'étais dans le décalage horaire, en fait. Oui, alors, je suis ravie de pouvoir rejoindre cette réunion. Et simplement, je voulais dire que le Festival de films de femmes a évidemment beaucoup bénéficié de l'engagement des femmes à la fois québécoises et françaises, notamment, bien sûr, le groupe du Centre Simone de Beauvoir dès ses débuts, puisque le festival est né en 79 et qu'on a eu un très vif soutien à la fois de Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Johanna Wider. Et Nicole Fernandez a partagé pendant un certain temps notre aventure aussi. Donc, on a été très, très proches et solidaires. Ceci dit, le travail qu'on a essayé de faire en direction du cinéma est un peu différent parce que l'enjeu est plus complexe puisqu'il s'agit là non pas de créer soi-même ses propres réseaux, mais d'essayer d'intégrer un grand réseau commercial, ce qui n'a pas toujours été couronné de victoire, mais c'est quand même quelque chose qu'on a essayé de promouvoir, c'est-à-dire la reconnaissance des femmes. Souvent, d'ailleurs, je me souviens, Carole Roussopoulos était assez modeste dans sa démarche, alors que moi, je la tiens pour une grande cinéaste, pas seulement une vidéaste, et qu'elle a aussi apporté quelque chose de neuf dans le regard qu'elle posait ou qu'elle partageait avec ses protagonistes. Donc, il y a eu comme ça un enjeu mélangé entre le cinéma et les petits chemins de la vidéo qui sont devenus finalement des grands chemins historiques, parce que s'il n'y avait pas eu tout ce travail, il n'y aurait pas cette mémoire. Et cette mémoire est essentielle et c'est là où le rapport aux archives est tout à fait fondamental et les archives n'existent que si on les fait vivre. Donc, c'est vrai que, par exemple, ce que fait Nicole au Centre Simone de Beauvoir avec son équipe, c'est essentiel parce que ce sont des archives qui sont vivantes, qui circulent, qui se partagent. Et d'ailleurs, bon, la petite fille de Carole Roussopoulos nous a proposé de les faire vivre. Alors, avec son film documentaire, c'est formidable. Et il y a de jeunes publics chez nous qui ont découvert que finalement, presque leur grand-mère avait eu 20 ans et avait été des vraies militantes, ce qu'elles ne savaient pas, ce que ces jeunes générations ne savaient pas. Voilà, donc le festival rejoint tout à fait vos préoccupations. Merci, J'ai peut-être une petite question, Julia, si tu me permets. Vas-y. Ah oui, je t'en prie. Justement, moi, c'est une question assez personnelle, peut-être qui va moins se poser pour Karine, comme c'était peut-être pas de cette époque-là, mais peut-être que ça va pouvoir vous donner un peu une réponse par rapport au groupe. Mais moi, je voudrais savoir, c'est quoi le déclic féministe? Parce qu'on voit, j'écoutais les vidéos proposées par Julia, puis il y a une contemporanéité, puis il y a une résonance des luttes qui est assez phénoménale. Je dirais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. On parle d'agression sexuelle, on parle d'avortement, on parle de connaître son corps, on parle de violence médicale, on parle de se réapproprier sa destinée. Puis je me dis, vous, à l'époque, quel était le terrain dans lequel vous avez grandi qui vous a donné, puis qu'est-ce qui vous a donné cet éveil-là ou cette envie de révolutionner, puis d'avoir, parce qu'il y a une radicalité dans le mouvement féministe des années 60-70 qui est très, très moderne, qui est très à écouter aujourd'hui. Quand on réécoute des discours de l'époque, on se dit, mon Dieu, mais on n'a rien inventé. Puis il y a autant de virulence dans la lutte, autant de radicalité, autant de volonté de réinventer les choses. Pour vous, quel était personnellement cet appel-là? Qu'est-ce qui vous choquait? Qu'est-ce que vous aviez envie de réinventer? Je peux peut-être te donner la parole d'abord à Nicole.
C'est à la fois facile et difficile. Nous autres, en tout cas, je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Bon, comme je le disais tout à l'heure, on a voulu d'abord documenter ce qui se passait autour de nous. Personnellement, le but, c'était vraiment de donner la parole aux femmes parce qu'on considérait qu'elles ne l'avaient pas assez. Donc, dans toutes sortes de sujets, c'est sûr qu'on a traité tous ces sujets-là, l'avortement, le harcèlement sexuel, la santé mentale des femmes, l'accouchement à la maison, bon, les métiers non traditionnels. On a couvert une grande, parce que, bon, Vidéo Femmes a existé pendant 40 ans, donc on a couvert et on a fait beaucoup de productions. Donc, on a couvert beaucoup de sujets qui concernent les femmes. Souvent, on les refaisait 15 ans plus tard parce que c'était encore d'actualité, mais on le réactualisait. Bon, tu demandes au niveau personnel, je ne sais pas, ce n'est pas une démarche, j'en parlais un petit peu avec Hélène, ce n'est pas une démarche qu'on a fait de façon intellectuelle où on n'arrivait pas, c'est vraiment d'être plongé dans cet univers-là, dans l'effervescence de l'époque. Et c'était, les femmes avaient le vent dans les voiles, dans le sens, bon, il y a l'année de la femme, la fameuse année de la femme en 75, c'est vraiment là qu'on a fait notre première production et qu'on sentait que le monde était à nous, là, qu'on pouvait s'exprimer sur différents sujets. Donc, c'était plus ça, de donner la parole aux femmes sur différents sujets, parce qu'on ne l'entendait pas ni à la télé, ni dans le cinéma officiel. Il y avait très peu de femmes. On les a diffusés, les films, les rares films de femmes qui existaient, mais ça ne concernait pas, pour nous, en tout cas, ce n'était pas la parole du monde ordinaire. C'était autre chose. Donc, on voulait donner la parole à des femmes dans toutes sortes de sujets. On a couvert, comme je disais, des sujets qui nous intéressaient. Moi, j'avais étudié en psychologie. On a fait un film sur la santé mentale des femmes parce que c'était préoccupant. Les femmes faisaient plus de dépression, étaient plus médicamentées. Donc, on s'est interrogé là-dessus. Hélène avait aussi d'autres préoccupations. Bon, on a joint tout ça et puis ça nous amenait un peu d'un sujet à l'autre, mais toujours en voulant donner la parole à des femmes. Ça, je pense que c'est resté entre et pour Hélène et moi, même après qu'on fasse des films sur d'autres sujets, on a toujours la préoccupation de voir le point de vue des femmes dans ce qu'on fait. Je ne sais pas si ça répond, mais enfin. Hélène, peux-tu y aller? Pour moi, je me souviens de la charte qu'on a faite quand on a changé de nom puis qu'on s'est appelé Vidéo Femmes. Je me souviens que c'était par les femmes, pour les femmes, sur les femmes. C'était vraiment ça, la charte de Vidéo Femmes. Puis comme Nicole disait, bien, les instruments, ils n'étaient pas accessibles. C'était comme une chasse gardée. Donc, c'était de prendre cet appareil qui était les porte-packs et de commencer à tourner un peu, justement, en urgence dans cette effervescence, comme Nicole dit. Par contre, moi, je sais que le premier document qui a été produit par Vidéo Femmes à cette époque-là, c'est Une nef et ses sorcières. Et c'est un projet d'Hélène Roy. Alors, toujours cette Hélène, je veux lui rendre vraiment un hommage parce que je pense que sans elle, ni Nicole ni moi, on serait allés bien loin. On aurait fait d'autres choses, mais peut-être pas ça. Donc, Hélène est arrivée un beau matin avec une idée. Elle venait de rencontrer la comédienne Luce Guilbeault, qui était très copine aussi avec Delphine Seyrig, avec Carole. Donc, on voit comment les choses commencent à se tisser. Et elle est arrivée avec un projet où elle nous disait, est-ce que ça vous tente, Nicole et toi, de nous accompagner, de m'accompagner dans cette aventure que Luce Guilbeault s'apprête à faire, c'est-à-dire de réunir des comédiennes et des écrivaines, de travailler sur une grande période et de présenter au théâtre La Nef des sorcières. Et en même temps tout ça, ça se passait à Montréal et non à Québec. Donc, ça voulait dire qu'il fallait se déménager et faire la route pour aller à Montréal. Elle avait trouvé une partenaire aussi à Montréal, qui est Hélène Bourgault, qui travaillait au GIV, qui était un de ces groupes vidéo collectifs masculins-féminins. Et Hélène avait déjà fait un document très dérangeant sur l'avortement. Donc, déjà, ça formait une équipe et cette complicité aussi avec le GIV. Et puis, bon, quand on pense à Luce qui nous amenait auprès de Delphine Seyrig, Colline Serrault, on voit un petit peu
il y avait toute cette espèce de trucs qui viennent des individus, qui se tissent avec les individus, avec ces femmes. Et moi, je me souviens, pendant l'année des sorcières, les propos déjà qui étaient dans l'année des sorcières étaient très stimulants. Ils passaient par l'écriture, ils passaient par la comédie, par le théâtre. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, plus que je pensais d'ailleurs. Et par la suite, ben, ça s'est fait aussi naturellement. On a fini ce projet-là avec Hélène Roy, qui a mené jusqu'à bon port son projet d'une nef et ses sorcières. Et puis, bon, comme je demeurais chez Hélène Bourgault quand on travaillait à Montréal, Hélène a fini par me dire, ben, j'ai un projet, moi aussi, je vais faire quelque chose sur la tendresse. Et ça a donné Chaperon rouge, qui est sur le viol. Demandez-moi pas comment on a cheminé pour arriver là, mais on a fini par faire Chaperon rouge. Donc, tout ça, ça s'est fait comme ça, par coup de téléphone, par amitié, je t'héberge, on travaille là-dessus, on fonce. Et effectivement, comme Nicole disait, on n'est pas parti vraiment de théorie, c'est au fur et à mesure que les choses se sont installées, que même à Vidéofemmes, pour pouvoir survivre ou faire survivre Vidéofemmes, puis trouver aussi des alliés, on s'est mis à donner des ateliers un peu à la même histoire que à Simone de Beauvoir, à vouloir apprendre, à voir qu'il y avait des films qui se faisaient, des vidéos qui se faisaient ailleurs, à continuer l'histoire du festival de films. Donc, en parallèle, il y avait un festival, on commençait à se dire, il faut distribuer, et on voulait produire, on voulait réaliser. Donc, tout ça, ça nous demandait énormément d'énergie, puis il n'y avait quand même pas des tonnes de ressources financières aussi pour qu'on puisse y arriver. Donc, ça se faisait au petit bonheur la chance, voilà. Pour information, donc, le film Chaperon rouge est disponible en ce moment sur Tank. Je ne sais pas si Nicole Fernandez, tu veux poursuivre. Oui, moi je voulais revenir sur l'aspect, justement, quand vous parlez de l'aspect intime ou personnel, pour compléter ce que se disent Nicole et Hélène. Il est évident que les histoires d'amitié et les histoires d'amour ont beaucoup compté dans tous ces regroupements de personnes, que ce soit des hétérosexuels, des lesbiennes, des gays. Donc, il y avait aussi beaucoup on va dire, cette complicité, en fait, qui a permis justement de passer tous ces obstacles parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Bon, il y a des personnes comme Carole qui ont choisi aussi de mettre leur argent personnel dans cette aventure, mais je pense qu'elle n'était pas la seule. Et la connexion intéressante aussi entre Luce Guilbeault, qui va aussi être d'ailleurs dans Sois belle et tais-toi, Delphine Seyrig, mais qui va faire le lien des deux côtés donc de l'Atlantique, va permettre justement de faire émerger toutes ces paroles. Et je pense que le plus important, c'est que les femmes qui filmaient, elles ne filmaient pas, c'est comme si elles se filmaient elles-mêmes, parce qu'elles étaient partie prenante des luttes. Donc, ce n'est pas comme un cinéaste ou un réalisateur ou une actrice qui vient voir une lutte ou parler d'une question comme le viol, comme l'avortement, etc., et qui va filmer, donner la parole. Là, les personnes étaient totalement impliquées. Je pense que c'est ça qui fait la dimension totalement singulière, en fait, de toutes ces vidéos. C'est que les personnes elles-mêmes étaient impliquées dans ces luttes et donc étaient au milieu et n'étaient pas en surplomb, en train de regarder un peu comme un entomologiste qui regarde les insectes, de voir comment ils se débrouillent et ce qu'ils font. Donc, l'implication, elle est quand même fondamentale. Et aussi l'implication, donc je dis personnelle, financière, évidemment. Et les thématiques, elles vont aussi dépendre, évidemment, de questions plus personnelles. Je pense que les femmes de Vidéa, dont la majorité étaient lesbiennes, évidemment, elles vont s'intéresser à ces questions. Mais des femmes comme Carole va s'intéresser aussi à toutes les questions. On ne disait pas LGBTQI à l'époque, mais c'est ces questions-là. Donc, il n'y a pas de barrière non plus. Il y a une grande solidarité et il y a un grand souci, en fait, que la parole circule et que les caméras et les bancs de montage circulent aussi entre les personnes. Je pense que cette dimension du matériel, elle est aussi très importante. Karine, j'aurais envie un peu de t'écouter sur justement la conception du féminisme ou des féminismes justement dans des collectifs autochtones ou des premières cinéastes aussi qui se sont soit appropriés ou au contraire qui ont contesté ce mot. On en parlait la dernière fois. Est-ce que tu pourrais un peu revenir là-dessus? Oui,
Encore une fois, je ne prétends pas parler pour des cinéastes comme Alanis Obomsawin ou même les nouvelles générations, là, Kim Obomsawin, Sonia Bonspil-Boileau, Tracy Deer. Je parle des cinéastes femmes au Québec, mais dans mes recherches et dans mes rencontres aussi avec ces cinéastes, ce que j'ai remarqué, c'est l'ambiguïté autour du mot féminisme, hein, parce que à la base, dans plusieurs communautés autochtones, plusieurs nations, et là, encore une fois, il ne faut pas généraliser, c'est différent d'une nation à l'autre, mais dans plusieurs nations autochtones, la femme était au cœur de la culture, au cœur de la communauté, et le mot féminisme était considéré par certains et certaines comme étant superflu parce que tout est féminin, hein? La vie est féminine, la femme porte la vie, etc., etc. Les femmes étaient impliquées au niveau politique, au niveau économique, au niveau des enseignements traditionnels, donc de la spiritualité. Elles étaient au cœur de la famille. Pour plusieurs militantes autochtones, pendant longtemps, le mot féminisme, c'était un mot blanc. Et on refusait d'utiliser ce mot justement parce que pour elles, il y avait ce féminin sacré qui était présent au sein des cultures et qui allait de soi. Si on regarde, par exemple, une cinéaste comme Alanis Obomsawin, hein, qui a fait quelque chose comme 52 films en 52 ans de carrière, il y a eu une entrevue justement avec elle il y a quelques années où on lui demandait si le féminisme autochtone existait. Et elle a répondu qu'elle ne s'était jamais identifiée comme une féministe autochtone et qu'elle avait même refusé de faire partie du Studio D à l'ONF parce qu'elle disait qu'elle travaillait pour toute la famille. Mais dans cette entrevue, elle a dit que quand même, oui, qu'elle croyait que le féminisme autochtone existait à sa façon et que pour elle, le féminisme, c'était la famille, les hommes, les enfants, tout le temps. Tout était une bataille. Et ça répète un peu ce que plusieurs militantes autochtones disaient, hein, qu'avant tout, elles étaient des femmes autochtones colonisées qui faisaient partie d'une nation, d'une communauté qui comprenait les hommes, les femmes et les enfants. Mais Alanis, elle reconnaît que le fait d'être une femme n'aidait pas non plus à sa condition. Si on regarde maintenant ce que j'appelle les nouvelles générations là, de femmes cinéastes autochtones, je crois qu'il y a comme un féminisme qui est présent d'une certaine manière, qui est sous-entendu, parce que bien souvent, déjà, plus de 95% des cinéastes autochtones au Canada, ce sont des femmes. Et la plupart du temps, ce sont des personnages ou des protagonistes femmes qui sont au cœur de leur récit. Alors, c'est sous-entendu, hein, ce féminisme-là qui veut dire, pour moi, j'utilise dans ma thèse hein, le féminin sacré, donc cette importance de la femme qui est au cœur de tout. Puis, moi, ça a toujours résonné avec moi. Je suis née en 1976, donc je n'ai pas connu peut-être les luttes de ces autres femmes, mais dans une famille où j'avais une grand-mère et une mère aussi qui étaient féministes, où j'ai un héritage autochtone plus lointain, mais qui a quand même été transmis de génération en génération. Donc, c'est à peu près ça que je peux dire, là, mais toutefois en étant très prudente et en évitant de généraliser aussi. J'ai juste un petit mot sur le Studio D pour les personnes, surtout en France, voilà, qui ne connaissent pas le Studio D. C'est un studio qui a été créé par l'Office national du film dans les années 70. Donc, c'était voilà, un des rares studios qui était composé uniquement de femmes pour vraiment valoriser la création entre femmes et faire des films, en fait, sur des sujets aussi féministes. Donc, simplement comme point d'information. Moi, j'ai une petite question encore concernant. En fait, je rebondis là-dessus. Je serais curieuse d'entendre les liens puis les résonances que la lutte féministe entretenait avec d'autres luttes. Donc, peut-être Nicole Fernandez nous parlait des luttes postcoloniales, entre autres, ou en France. Puis, Nicole et Hélène, je sais, entre autres, Nicole, que ta sœur était assez proche de certaines communautés autochtones. Puis, elle a fait du cinéma aussi, elle s'est impliquée dans la question autochtone. Comment est-ce que comment est-ce que ça résonnait à l'époque? Est-ce que le fait d'être féministe vous amenait un peu naturellement à entretenir des formes de solidarité avec d'autres luttes? Moi, je peux dire, moi, je pense qu'il y a assez, en tout cas,
il y avait assez de matière et de sujets et de matériel et de préoccupations à aborder. Là. Je pense qu'on n'a jamais manqué de sujets. Je ne sais pas, oui, au niveau des femmes amérindiennes, on en a fait aussi des productions, peut-être pas dans les tout débuts. Un peu plus tard, Joanne Fournier a fait plusieurs vidéos en collaboration avec des femmes autochtones, très, très impliquées dans les groupes autochtones, surtout Innu, montagnaises. On disait montagnaises à cette époque, donc ça s'appelle montagnaises de parole. Ma soeur aussi en a fait, peut-être pas à l'intérieur de Vidéo Femmes, mais je pense que c'était d'abord les femmes dans toutes les situations. Ce qui nous avait intéressé chez les Autochtones, c'était ça. C'était de donner la parole à ces femmes-là, dans leur communauté. Je ne sais pas, je sais pas quoi, je sais pas, Hélène, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. On s'est préoccupé de beaucoup de sujets, comme, Hélène, on a traité la santé mentale beaucoup. Hélène a continué là-dedans. On a épousé un petit peu la lutte des ex-psychiatrisés, des groupes anti-psychiatrie. Des groupes comme ça, on s'associait à des groupes comme ça de défense de droits dans notre milieu. Mais c'est ça, je vois ces groupes-là avec qui on collaborait. Hélène, as-tu quelque chose à rajouter? Je veux rajouter que le contexte aussi, c'est-à-dire qu'on était à Québec, dans une ville parlementaire de fonctionnaires, on va être obligé de dire ça, et qu'il y avait déjà tellement, comme Nicole dit, il y avait déjà tellement de sujets. Donc, tout ce qu'on avait à l'époque qui parlait de nous, c'était femmes d'aujourd'hui. Et quand on parlait de nous, c'était toujours, si on parlait de santé, par exemple, c'était un médecin qui venait parler, c'était un psychologue, c'était presque toujours un qui était invité. Donc, cette urgence-là, les sujets nous arrivaient, il y avait aussi toute cette urgence-là de prendre la caméra, de trouver des sous pour garder Vidéo Femmes debout, pour faire nos productions, pour aussi commencer de la diffusion, de la distribution, faire un festival, continuer on était tellement dans un truc qui n'arrêtait pas, un peu comme les petites souris, là, il fallait y aller, que ces questions-là, elles ne se posaient pas comme ça, comme elles se posent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avançait avec les sujets qui nous arrivaient, avec ça, avec quoi on était interpellés. Et cette question-là, par exemple, des femmes amérindiennes autochtones, n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'était pas là, pas plus que les femmes noires, que les femmes chinoises ou vietnamiennes ou asiatiques. Ce n'était pas là, un petit peu parce qu'on était proche de peut-être des choses plus de l'Amérique du Sud, mais à Québec, c'était une population comme j'ai dit, de fonctionnaires avec des préoccupations tellement urgentes aussi, parce que ces sujets-là, moi je me souviens quand on a abordé, la Nef des sorcières, ça a fait un scandale, quand on a abordé Chaperon rouge, même la santé mentale, on remuait de la boîte, là. Oui. On remuait pas mal d'affaires, ça ne faisait pas l'affaire de l'establishment. On était déjà là-dedans. Donc, aller commencer à regarder qu'est-ce qui se passe pour d'autres communautés. Puis en plus, il n'y en avait pas vraiment à Québec. Ça ne résonnait pas. On était tellement dans l'urgence de parler de choses taboues. C'était tabou. Fait que les femmes qui parlaient pour la première fois face aux caméras, elles étaient courageuses d'exposer leur vie privée, sur leur folie, sur leur dépression, sur leur peur, sur leur viol. C'était déjà énorme. Donc, on avait plein notre cours, vraiment. Alors, d'aller se poser des questions sur d'autres communautés, ça nous passait pas par la tête, parce qu'en fait, cette communauté-là était celle des femmes immédiates autour de nous, qui vivaient ces drames et qui nous obligeaient à nous poser des questions puis leur donner la parole. Puis comment on va leur donner cette parole-là aussi? Parce qu'il y avait aussi des préoccupations de comment filmer aussi des sujets aussi délicats. Parce que s'il y avait des fois, on partait et on faisait la caméra parce qu'il y avait une manifestation, quand on a commencé à aborder des sujets aussi délicats que la santé mentale,
Et je me souviens, Nicole, quand on cherchait des financements, on s'était fait dire à un moment donné, vous savez, les filles, là, c'est le seul film qui va se faire dans les 5 prochaines années sur ce sujet-là. On avait comme un... Bon, on avait comme un poids sur nos épaules. On nous disait ça dans les institutions. Réaliser que c'est le seul film qui va se faire sur ce sujet-là pour les 5 prochaines années. Comme je dis, on avait... La tasse était pleine. Oui, puis j'ajouterais aussi que on a commencé assez tôt, puisque nos amies françaises sont là, on a commencé assez tôt à avoir des liens avec la France. Et puis nous, bon, comme on était en Amérique quand même, alors on avait aussi des liens avec des groupes vidéo, pas nécessairement féministes, mais des groupes vidéo à Vancouver, à Toronto, à New York, où on allait souvent. On a fait des tournées en Amérique du Sud, même au Japon. Donc, on avait des liens avec des groupes, mais en tout cas, les liens se tissaient toujours un peu par hasard ou naturellement ouais, c'est ça, de façon organique, je dirais. Donc, on était quand même, c'est ça, comme Hélène l'a dit, on avait pas mal de chapeaux à porter, donc on était assez occupés avec tout ce qui nous entourait et tous les contacts. Donc voilà, il y a eu différentes conceptions du féminisme à cette époque et différents collectifs qui se sont créés justement. Par exemple, je pense au collectif IDL, hein, qui était vraiment plus sur les luttes lesbiennes, donc LGBT à l'époque. Il y avait aussi le GIV, en fait, le groupe d'intervention vidéo qui était à Montréal, qui avait aussi une conception totalement différente. Donc, ils ont commencé par un groupe mixte et après, en partir de 1975, c'est devenu un groupe non mixte, donc entre femmes, qui avait une conception aussi très radicale du féminisme. Puis, c'était un petit peu ça ma question aussi au niveau des échanges, parce que évidemment, vous n'aviez pas toutes les mêmes ambitions, les mêmes conceptions. Puis, c'est sûr que, par exemple, Hélène Burke, tu me disais la dernière fois, quand est sorti le film À notre santé, par exemple, ce n'était pas du tout les mêmes prises de position. Il y avait un débat qui était totalement différent de ce que faisait Vidéofemme, mettons, dans ses films. Donc, ce qui est intéressant peut-être, c'est de savoir voilà, quels étaient ces débats-là, quelles étaient ces différences entre les collectifs, entre les films qui avaient été tournés. Puis aussi, peut-être, pour toi, Karine, ce serait intéressant de savoir, voilà, dans ce que tu disais justement tout à l'heure sur les liens interculturels, est-ce qu'il y avait des liens des fois qui étaient possibles, donc comme le collectif Armée Vidéo, mais des fois il y a des liens qui n'étaient pas possibles, donc pour des conceptions totalement différentes. Donc c'est comment en fait ces liens se sont créés, est-ce qu'il y en a eu, et est-ce qu'il y a eu des tensions par ailleurs à ces époques-là? On serait intéressé de savoir un peu, vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si Karine, par exemple, tu voudrais commencer. Oui, pendant que tu parlais, je pensais à une citation de Perrault, hein, Pierre Perrault, un cinéaste du direct au Québec, qui dit nous arrivons les poches pleines de miroirs dont nous ferons un usage parcimonieux. Quand il est allé à la rencontre des Inuits, justement, les Inuits montagnais de la côte nord du Québec, en disant, finalement, son message, c'était « on ne sera jamais à égalité, hein, il va toujours y avoir cette distance-là, ce mur du silence qui est très difficile à pénétrer justement à cause de l'histoire du colonialisme et des différences aussi culturelles, mais je crois que c'est beaucoup aussi à cause du colonialisme et de la méfiance qui a été semée dans le cœur des Autochtones et à raison, hein, on pense aux pensionnats autochtones, on pense aux femmes autochtones assassinées et disparues, on pense à des statistiques comme si c'était une femme autochtone, à l'âge de 17 ans, il y a 94 % de chances où tu vas avoir subi une agression sexuelle ou un assaut ou une violence physique. Donc, il faut toujours être conscient de ça. Et il y a eu beaucoup de rencontres manquées, mais il y a eu beaucoup de tentatives aussi. Et c'est ça qu'il faut voir. Et je trouve qu'on a un discours assez pessimiste du côté du Canada anglais, mais aussi beaucoup, depuis les 2-3 dernières années, du côté du Québec. Un discours pessimiste de l'impossibilité de cette rencontre-là, d'une rencontre véritable. Et si on regarde, par exemple, les jeunes cinéastes du Wapikani Mobile ou Marie-Hélène Cousineau avec les gens d'Arnaït, on regarde des cinéastes autochtones, par exemple la cinéaste Mohawk Sonia Bonspil-Boileau, je la nomme en exemple parce que je la connais
personnellement, qui a un père blanc, une mère autochtone, et Tracy Deer aussi, qui est une cinéaste mohawk, son conjoint est blanc et non autochtone. Donc, ce désir-là de créer des ponts, d'aller vers l'autre, de pouvoir communiquer, de pouvoir communiquer, je dirais, d'humain à humain. Hein? Puis, toutes les fois où j'ai rencontré Marie-Hélène Cousineau et on a travaillé de près on travaille avec les archives d'Arnaït à Queens. On abrite les archives d'Arnaït qui sont très précieuses. Alors, c'est 100% à eux. Nous, on est juste un endroit où on tente de remédier, de numériser, de garder ça vivant. Mais chaque fois que je parle avec Marie-Hélène, ce que je vois et ce que je comprends, c'est que c'est un travail d'amour, c'est une admiration sans borne pour ces aînés inuits, pour ces femmes inuits avec qui elle travaille, puis le désir d'écouter, de rester un peu à l'écart, puis de laisser les autres parler, de laisser la culture s'exprimer, de laisser les traditions s'exprimer, puis les voix se faire entendre par elles-mêmes. Il y a une très belle entrevue avec Kevin Papati, qui est un cinéaste du Wapikoni, que j'avais lu, puis il disait, lui, que la caméra était le bâton de parole contemporain des peuples autochtones. Donc, le bâton de parole qui, traditionnellement, c'était un objet quand même assez sacré. Quand tu avais le bâton de parole, ben, tu pouvais parler, puis c'est important, puis les autres devaient écouter. Donc, le fait que la caméra, c'est un peu ce nouveau bâton de parole qui existe aujourd'hui. Puis je regarde d'autres exemples très contemporains. L'écrivaine Innu Naomi Fontaine qui collabore avec Myriam Véro pour le film Kwesipan. Chloé Le Riche qui a travaillé longtemps avec le Wapikani Mobile et qui a collaboré avec 3 communautés Atikamekw pour le film Avant les rues aussi. Mesnac, c'est Yves Sioui Durand, donc c'est autochtone, mais aussi plusieurs collaborateurs non autochtones. Alors, bon, beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, mais des tentatives de rencontres, puis des belles rencontres aussi qui se font. Alors, je trouve ça important de souligner ça, puis d'aller toujours vers ça aussi, au lieu de voir toujours les difficultés, puis les différences, puis les obstacles. Tout à fait. Et Nicole parlait justement du film de Joanne Fournier qui avait été fait dans les années 70-80, qui était justement avec plusieurs femmes autochtones pour discuter de leur réalité. Mais justement, si on revient sur Vidéofemmes et les différentes collaborations, ou au contraire, justement, les différents points de vue, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, justement? Hélène, peut-être pourrais-tu revenir sur À notre santé, ou voilà ce qui avait été fait à l'époque et comment vous débattiez sur le sujet. En fait, je vais revenir sur quelque chose. Le fait de vouloir distribuer ce qui se faisait à l'époque, c'était vraiment dans les festivals ou dans des événements qu'on créait, de pouvoir, en fait, on prenait tout. Alors, c'est sûr qu'il y avait des documents qui étaient plus sensibles avec lesquels les gens à qui on montrait le film, c'était les Québécois, les gens de Québec, les gens du quartier. Si on faisait ça dans un café ou si on faisait ça au cinéma pendant le festival, on savait qu'il y avait des documents qui étaient peut-être un peu plus choquants pour la population qui n'était pas toujours préparée par exemple, à notre santé. Je pense que c'était ça le titre. Hein? Bon, on savait que c'était pour créer une commotion. On invitait nos mères à venir voir ces vidéos-là. C'était bouleversant pour ces femmes-là. Donc, c'est à elles qu'on présentait ces documents-là. Donc, il n'y avait pas notre désir, c'était de prendre les documents du GIV, de prendre les documents qui venaient de la Colombie-Britannique, de Women in Focus, d'avoir celle de Women in Film, d'avoir des documents qui venaient de la France. Il y avait même... on ne faisait pas tant de... On était vraiment dans l'idée de diffuser, de faire ce catalogue, parce qu'il a fini par avoir un catalogue, de faire circuler des films qui se faisaient à Rimouski, qui se faisaient en Abitibi, qui se faisaient à Givre, qui se faisaient à Women in Focus, tant qu'on pouvait faire des ententes avec ces groupes-là. Et c'était vrai. Après, c'était comme on a ces documents-là, il faut les diffuser, toujours en pensant qu'on voulait produire aussi nos propres films, là, nos propres documents. Et à côté de ça, il y avait aussi de trouver des spectateurs, des spectatrices, d'animer tout ça.
Puis il y avait chaque année un festival à Québec qui a commencé tout petit, mais qui est devenu très, très gros. Donc, tout ça, ces documents-là, ils venaient de partout. Alors, c'était la discussion, est-ce que nanana, nanana, est-ce qu'on censure celui-là ou est-ce que celui-là, il vient de telle chose, est-ce que gna, non, on prenait ce qui arrivait. Il y a quand même une sélection qui se faisait parce qu'il y avait des possibilités de faire des ententes avec les cinéastes ou les groupes ou les regroupements, mais puis de le mettre dans le catalogue, des diffuser. C'était aussi ça la mission par les femmes, pour les femmes, sur les femmes, le catalogue de vidéos femmes et le festival et les événements. C'était pas pour faire élaguer, au contraire, c'était pour prendre le plus possible et les faire circuler. Donc, je ne pense pas que la question se posait comme ça. Par contre, on savait qu'il y avait des documents plus sensibles. Je l'ai dit tout à l'heure, on a abordé des sujets tabous. La Nymphe des sorcières, ça a déjà fait tout un remue-ménage. Après, nous, on est arrivé avec le viol, la santé mentale. On dérangeait. Donc, les autres documents, c'est les femmes en prison, les femmes autochtones, le harcèlement sexuel, le travail, parce que tous les sujets qu'on a abordés dans les années 70, début 80, c'était des choses qui dérangeaient. Le sida au féminin, la violence. Une chambre à soie de la ménopause, on ne parlait pas de ça. Donc, ça, c'était les choses qu'on faisait, mais en plus, ailleurs, ils faisaient d'autres choses et ça aiguisait notre curiosité. Au contraire, il n'y avait pas, une grille, il n'y avait pas chez nous une grille d'analyse à savoir est-ce que ça rentre dans la grille d'analyse. Mais on prenait tout ce qui pouvait correspondre, qui pouvait faire, et on prenait tout pour faire circuler cette parole-là, qui était nouvelle, et on était en grande concurrence aussi avec un réseau de l'Office national du film du Canada qui diffusait des films où il y avait des grands noms comme Anne-Claire Poirier, comme il y avait des grands noms comme Perrault, Michel Brault, et ces films-là étaient diffusés partout gratuitement. Nous, on avait nos petits films qu'on faisait avec pas de sous, avec nos porte-packs. On rivalisait, on ne pouvait pas rivaliser. Alors, à travers tout ça, il fallait trouver l'espace de diffusion, je ne sais pas, Nicole, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Parce que ça aussi, c'était une bataille. C'était pas juste de produire, c'était aussi... Oui, c'est ça. C'était un circuit alternatif, autant en production qu'en diffusion, parce que pour les productions, on n'avait pas non plus accès au financement normal des productions, parce qu'on n'était pas une boîte de production, on était un collectif d'artistes. Donc, on fonctionnait avec des fonds de tiroir ou des conseils des arts ou des trucs comme ça. Donc, c'est ça, je pense qu'on était dans l'alternatif. Je vois que Nicole Fernandez est revenue. Peut-être on pourrait l'écouter si sa connexion est stable. Je suis revenue, mais avec mon téléphone. OK. Magnifique. On te donne la parole. Mais excusez-moi, je n'ai pas entendu du tout ce qui s'est passé avant. Donc, je peux peut-être finir sur l'histoire du féminisme français. En fait, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette contradiction avec un intérêt, par exemple, en ce qui concerne Carole ou Delphine, pour des luttes comme les Black Panthers, les Palestiniens, les grèves, par exemple, du magazine, d'Afrique Magazine à Paris, les Young Lords aux États-Unis. Mais en ce qui concerne les personnes qui étaient plus proches, c'est-à-dire qui étaient sur le territoire français, il faudra attendre la fin des années 70, début des années 80, pour qu'il y ait des films réalisés ou des formations avec des femmes, par exemple, immigrées qui étaient en France ou avec la coordination des femmes noires. Donc, il y a un petit temps, en fait, où les collaborations ne sont pas mises en place dès le début. Et ça, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est ce que j'ai remarqué, alors que ces femmes étaient dans les luttes, par exemple, contre la guerre du Vietnam, bien avant contre la guerre d'Algérie pour beaucoup d'entre elles, pour les plus âgées, mais contre la guerre du Vietnam et aussi par rapport, je ne sais pas, au Chili dans les années 70. Donc, il y avait une grande implication, mais plus vers l'extérieur qu'autour d'elles immédiatement en France. Par rapport justement, Nicole, aux luttes LGBT, t'en parlais brièvement, et autour d'elles, comment ça se passait? Et, tu disais qu'il y avait des collectifs de vidéastes, de cinéastes LGBT. Est-ce qu'il y avait des alliances ou au contraire? Oui, il y avait des alliances dans le sens où il y avait des partages de caméras, des partages aussi de questionnements.
je pense à Vidéa, par exemple, qui a souvent, en fait, il y a des caméras qui sont passées, en tout cas, entre Vidéo et Vidéa. Et bon, Carole, elle a filmé cette première manifestation donc, du phare, donc une manifestation de gays et de lesbiennes en France et de personnes trans. Et puis ensuite, il va y avoir des films aussi faits par Vidéa, comme Manifestation contre la répression de l'homosexualité, où là aussi, il pourrait y avoir une collaboration sous la forme de prêt de vidéo, mais aussi sur la diffusion ensuite. Donc, il y avait des connexions qui se faisaient, mais ça va se développer plus du côté de Vidéa, on va dire, cet intérêt-là, que du côté d'autres groupes plus féministes. Je ne sais pas comment les appeler. En fait, elles n'étaient pas toutes hétérosexuelles non plus, mais en tout cas, il y avait d'autres luttes qui prenaient le pas sur peut-être les luttes par rapport donc, aux luttes LGBT. Naomi, est-ce que tu voulais enchaîner ou je poursuis? Ben, en fait, moi, j'avais juste un petit commentaire à faire sur la question de la diffusion dont Hélène parlait tantôt. Ce que je trouve vraiment fascinant à vous entendant parler, c'est notamment comme s'il y avait une espèce de renaissance, je trouve, du cinéma avec l'arrivée de la vidéo puis l'arrivée de cinéma militant comme vous le faisiez, parce qu'il y a comme un triple rôle de révélateur, je trouve. Par exemple, dans le petit chaperon rouge, il y a à la fois il y a comme une parole qui est révélée par le fait de la filmer, la parole des femmes qui ont été agressées puis qui le racontent. Certaines, on sent que c'est peut-être pas, c'est pas la première fois qu'elle raconte, mais on sent que c'est une prise de parole avec un poids énorme, à la fois pour elle puis pour celles qui vont l'entendre. Il y a un rôle de révélateur pour vous en tant qu'artiste, en tant que femme qui, vous filmez la parole, mais vous prenez la parole en la filmant aussi. Puis il y a aussi la triple révélation qui est celle du public. Puis je trouve ça tellement fascinant d'imaginer ce que tu disais, Hélène, de voir, j'aurais tout donné pour être une petite souris, puis voir comment vos mères pouvaient réagir à entendre ces films-là, puis à entendre leur propre lutte qui avait été tue, qui avait été peut-être même pas consciente, même pas amenée à leur conscience, être révélée comme ça sur l'écran. Je serais curieuse d'entendre en fait quel effet ça vous faisait. Moi, ça me semble énorme en fait. Ça me semble vraiment un geste révolutionnaire. Toi, Nicole, ta mère était toujours dans les premières rangées avec tes sœurs. La mère de Michel Pérus, que je salue, était aussi dans les premières rangées avec ses sœurs. Donc, vous êtes peut-être plus, moi, ma mère était plus là, donc peut-être que vous donnez un peu... Oui, ben, c'était quand même, bon, puisqu'elle se déplaçait pour venir voir les œuvres de leur fille, était déjà assez ouverte en ce sens-là. Donc, c'était pas. Mais on avait aussi ces réactions-là c'est sûr qu'elle ne se sentait pas dans le même monde que nous, ben, dans le même monde, on va dire, que les sujets qu'on abordait, pour elle, bon, c'était un peu difficile là, de les aborder, mais elle était quand même contente qu'on le fasse. Et c'était un petit peu les mêmes réactions, comme parce qu'on a fait des tournées en province, on a fait des tournées dans d'autres pays, en Amérique du Sud, au Japon, où les femmes, en fait, étaient moins organisées que nous et ça causait aussi la même réaction de surprise, en même temps de découverte. C'était plutôt ça, découverte. C'était pas des réactions négatives, pas du tout, au contraire. Je pense que pour certaines femmes, bon, peut-être plus âgées ou dans d'autres cultures qui étaient moins au fait des sujets qu'on abordait, elles découvraient ça et puis ça les bousculait, mais c'était assez positif. Je me souviens pas bon, des réactions négatives, on en a eu lors des festivals, parfois par des hommes aussi, des hommes qui venaient, mais c'était un peu dans l'air du temps aussi, tous ces sujets-là. Donc, c'était assez bien accueilli, généralement. En tout cas, ce que je me souviens. Toi, Hélène, c'est ça que tu te souviens aussi? Ben, le fait qu'effectivement, par exemple, les événements qu'on faisait dans des cafés, par exemple, ou des événements qu'on faisait lors du festival annuel, ça allait agrandissant. C'est-à-dire qu'au début, il y avait, c'est ça, la famille, les amis, et au fur et à mesure qu'on a fait ces événements-là ou le festival, ça allait en grandissant, c'est devenu de plus en plus gros. Le festival, par exemple, malheureusement, quand c'est terminé, ça a commencé par 2-3 jours de festival, puis à la fin, c'était une semaine, puis ça se passait, il y avait même des installations à la fin, il y avait des invités internationaux. Des invités, oui,
c'est ça. Donc, il y avait un public qui voulait, qui venait se nourrir de ça aussi. On allait aussi dans les syndicats des infirmières, des groupes le 8 mars, tout ça. On allait diffuser ces documents-là et il y avait cette effervescence et cette curiosité. C'est sûr que il y avait des femmes ou des hommes un peu plus âgés qui trouvaient ça difficile, là, mais ils venaient se faire bousculer aussi. Ils venaient à la recherche de quelque chose qui pourrait les éclairer sur tout ce remue-ménage qu'il y avait dans les années 70. Ils n'étaient pas contre. Mais bon, ils risquaient d'être bousculés. Ou quand on allait dans des groupes cibles, je me souviens avec Nicole, on a parcouru la province de Québec avec Chaperon Rouge dans un événement où on rencontrait les travailleurs sociaux, les policiers, les gens qui, à l'urgence, accueillaient les femmes, les groupes de femmes aussi, le viol secours et tout ça. Alors, c'est sûr que quand on avait affaire aux gens plus policiers, c'était un peu plus délicat, on va dire ça comme ça. Alors que les filles, par exemple, du viol secours auraient peut-être même aimé qu'on soit encore plus batailleuses. Là, on essayait de tempérer pour pouvoir accessible. Rester accessible. C'était quelque chose qui était assez important pour nous, rester accessible. Je pense que c'est le bon mot, Nicole. Merci Hélène, Nicole. Peut-être, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, je vais donner la parole au public. Je vois Florian qui a la main levée, donc peut-être que d'autres aussi ont des questions, donc je vais plus faire circuler la parole si ça vous convient. Donc, étant donné que là, je vois juste une main levée, j'irai directement vers Florian. On t'écoute. Oui, merci à tout le monde. C'est vraiment un échange passionnant. Donc, merci aussi bien aux intervenantes qu'aux organisatrices. Vraiment, vraiment passionnant. J'ai une question un petit peu bateau. Hein, je m'en excuse à l'avance pour nos amis vidéastes et françaises et canadiennes. Mais je voudrais savoir si, durant ces projections, si vous avez remarqué des espèces de, comment dire, tendances générales auprès des publics canadiens, québécois ou français, en sachant qu'en France, les politiques identitaires ne sont pas aussi partagées par le grand public qu'en Amérique du Nord, à notre époque, bien sûr, dans les années 70-80. Donc, est-ce que vous avez remarqué que les publics, par exemple, français, réagissaient vraiment d'une certaine façon à certains films, les publics québécois aussi, ou c'est vraiment ces réactions se ressembler dans leur tendance générale? Bon, je ne sais pas si ma question est vraiment pertinente ou très bien formulée, en fait. Merci. Je veux bien ajouter quelque chose. Oui, Jackie, on t'écoute. Alors, je remets ma caméra. Moi aussi, hein, je fais comme Nicole, j'ai déménagé d'endroit. Oui, alors, ce qui serait peut-être important de se dire, puisque le Festival de films de femmes s'est intéressé à la reconnaissance des femmes dans une profession qu'on appelle le cinéma, de savoir quel héritage les cinéastes femmes, notamment, ont pu accepter dans leur démarche de toutes ces expériences sur le terrain des luttes féministes. Parce que ça a eu une grande influence et je trouve que ça n'est pas suffisamment reconnu ni revendiqué parfois. Ça va même jusqu'à des personnalités comme Agnès Varda, hein, qui a fait l'une chante et l'autre pas. Bien sûr, Chantal Akerman qui a fait ce film merveilleux avec Delphine Seyrig, enfin merveilleux, très fort, Jeanne Dillman. Et puis récemment, nous avons animé à Beaubourg une table ronde sur l'œuvre de Elgaray de Bester, qui, elle, est allée directement dans des cités berlinoises pour rendre compte de la vie des femmes, mais dans l'intimité de leur vie. Ce qu'on appelait le privé et politique dans les slogans féministes. Ça a été très important, je crois. Tout ce travail
des femmes vidéastes pour influencer le cinéma, les premiers films et après d'ailleurs aussi les films des réalisatrices. Donc cet héritage-là, ça rejoint peut-être la question de Florian sur l'impact auprès des publics. Je crois que le cinéma et la prise en compte de tous ces engagements par certaines cinéastes, par exemple Catherine Corsini aussi en France sur les revendications des amours lesbiennes, je crois que ça a été très important, très très important. Et on manque là peut-être de valoriser ces passerelles-là. Alors c'est vrai que le festival de films de femmes était peut-être assez différent du festival de films québécois, mais je crois que pour nous, ça a été un vrai héritage. Merci, je veux bien dire quelques mots sur les publics. Oui, c'est possible? D'accord. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que pour répondre à la question de Florian, sur les publics, que ce soit à l'époque ou maintenant, comme moi, je me promène beaucoup avec les vidéos, notamment des années 70, mais aussi 80, je me rends compte qu'il y a un grand partage en fait, international. Alors, avec il faut contextualiser les films, bien sûr, parce que quand on présente un film, je ne sais pas, sur les luttes des LIP en Corée du Sud, évidemment, il faut donner le contexte français. Et la seule chose que je remarque, c'est le décalage, le temps que les gens lisent les sous-titres. Mais par exemple, Mazo et Mizo est un film qui fait rire de façon internationale et qui fait rire, mais aussi se prendre conscience donc, des luttes féministes des années 70, qu'on soit en Algérie, en Roumanie ou en Corée, comme je le disais. Et ce soir, je vous dirai, parce qu'on va présenter donc, à Arles devant un public qui est plutôt un public de photographes, d'amateurs de photographie, un film donc, de Barbara Hammer. Et je pense qu'on aura un peu le même type de réaction, de questionnement, et quels que soient les lieux et les générations, avec peut-être, comme je disais, la contextualisation historique, bien sûr, qui va être différente. Mais je trouve qu'il y a une grande appétence, et je remarque aussi dans un public de jeunes féministes et dans le mouvement LGBT, autant des filles que des garçons, qu'il y a une très grande curiosité et voilà, une envie en fait d'en savoir plus et de connaître plus, de partager, et des questions peut-être plus directes aussi qu'à l'époque, justement, sur l'intersectionnalité, sur aussi la séparation peut-être entre des personnes d'origine différente. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un partage vraiment qui est réussi, et ça montre aussi la qualité des vidéos faites à l'époque. Et je pense aussi au film de Vidéo Femmes Québec, bien sûr. C'est-à-dire que c'est comme si ces films étaient toujours d'une actualité assez brûlante. Voilà. C'est très bizarre de vous parler enfin bref, depuis un téléphone devant une fenêtre collée pour que la connexion passe. Donc, ce n'est pas très agréable, mais je suis de tout cœur avec vous pour partager ce débat. Merci. Nicole, Hélène, vous voulez ajouter quelque chose je pense que, bon, Jackie et Nicole parlent de la diffusion qu'elles font présentement. Nous, quand on parle de festivals, c'est les festivals qu'on a fait dans les années 70 à 80. Là. C'est pas du tout la même chose. Quand c'était des sujets qui étaient à cette époque-là d'actualité. Bon, je ne sais pas du tout, on ne les diffuse pas maintenant, là. Alors, c'est elles qui peuvent s'exprimer là-dessus, la réaction des gens face à ces documents, moi, ce que Nicole vient de faire, là, face à ces documents d'archives, en fait. Nous, quand on les diffusait, ce n'était pas des archives, c'était des documents qu'on venait de produire et qui avaient été produits ailleurs, mais qui étaient contemporains. Donc, je peux pas comparer, là, je ne peux pas répondre à cette question-là. La différence aussi avec le public français, je ne sais pas du tout. Peut-être je peux ajouter que pour avoir diffusé à l'époque dans un groupe féministe en région, donc en Normandie, des vidéos justement, en tout cas vers les années 76, 77, 78, il y avait des débats et je trouve au moins des résonances avec les débats actuels. Alors, comme tu dis bien, Hélène, évidemment, il y avait des sujets qui étaient tabous, comme par exemple, je pense à l'inceste, aux violences sexuelles, et par rapport aussi aux lesbiennes ou à l'homosexualité en général. Il y avait des débats évidemment beaucoup plus, on va dire, peut-être virulents par moment, mais je trouve quand même qu'il y a des questions identiques qui se reposent maintenant, et que c'est la force de ces vidéos d'avoir traversé toutes ces années, voilà, sans prendre de rides, on va dire, pour prendre une comparaison très cosmétique féminine. Naomi, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je vais faire un petit commentaire aussi éditorial par rapport à Teigne, puis évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais par rapport à l'importance de faire histoire aussi entre féministes, puis d'écrire l'histoire féministe, puis de la réécrire constamment, parce que moi, ce qui me choque le plus et me désespère, c'est de voir, encore une fois, à quel point ces débats-là sont les mêmes. Je veux dire, la question de l'avortement, elle revient avec une importance cruciale. On sent à quel point notre rapport à notre corps est encore aussi fragile et peut être tellement mis en danger facilement. La question des violences sexuelles, on a l'impression qu'on vient de l'inventer, puis tout d'un coup, on se pose la question de comment est-ce que le système de loi pourrait être modifié? Mais je me dis, bon, dans les années 70, c'était nommé avec la même acuité, la même compréhension des, de ces, je veux dire, c'est une oppression qui est encore effective, qui est encore réelle. Puis, c'est tellement important de faire mémoire, puis de se rappeler que c'est aussi un poids démographique qu'on a. Il faut l'imposer tout le temps. Il faut se donner cette importance-là tout le temps, puis atteindre le fait de pouvoir conserver et de remettre en avant des archives. Parce que la question de la conservation, la question de la préservation, puis la question de la diffusion de contenu archivistique est tellement importante. Puis Julia a fait sa thèse là-dessus, c'est sûr qu'elle peut nous en parler. La notion de patrimoine, c'est une notion qui est vraiment pleine et traversée par des rapports aussi de pouvoir. Puis il faut qu'on inscrive notre patrimoine, il faut qu'on le conserve, il faut qu'on le diffuse, il faut qu'on se le montre, il faut qu'on le contextualise, il faut qu'on se donne des espaces. Puis j'ai l'impression que Tank, parce qu'il existe sur Internet, c'est un peu de la même manière que la vidéo existait en parallèle avec le cinéma. On n'est pas à la télé, on n'a pas les médias de masse, mais nous, on montre des contenus rares, on montre ces contenus oubliés, on les fait revivre, on essaie de les ramener dans le présent parce qu'ils ont cette importance-là, parce qu'ils nous parlent aussi de passé qui est très, 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 c'est un passé très, très, très récent, mais ce passé-là est quand même choquant parce que c'est quand même il y a 40, 50 ans et ça n'a pas tant avancé. Fait que je sais pas, moi, je pense que ça me fait penser, on a parlé un peu avant d'entrer en scène avec vous toutes, moi et Julia, ça me faisait penser à Sophie Bissonnette qui récemment a fait un gros dossier sur toutes ses archives. Elle, Sophie Bissonnette, c'est une cinéaste québécoise et elle s'est donnée comme mission, un peu comme Nicole et Hélène, de documenter la lutte des femmes parce que la lutte des femmes intéressait personne. Donc, elle s'est dit, moi, cette lutte-là, elle est invisible, je vais la documenter. Mais ensuite, elle a dû faire une autre bataille, qui est la bataille d'archiver ces luttes-là. Parce que là, elle l'avait documentée, mais la lutte était oubliée parce que maintenant, elle dormait dans ses garde-robes, personne ne s'intéressait à ça. Et c'est elle qui a dû aller à la Cinémathèque et se battre pour archiver, conserver cette lutte-là qui avait déjà été une bataille de documenter. Fait que c'est vraiment l'importance d'avoir aussi des institutions féministes de préservation. Je pense que c'est vraiment il faut se doter de cette mémoire-là, puis il faut la conserver. Et cette mémoire-là, elle n'appartient pas qu'aux femmes, évidemment, elle appartient à tout le monde. Il faut la défendre sur tous les terrains, dans les institutions, habiter les lieux de pouvoir aussi. Donc, merci à toutes. En tout cas, là, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui voulaient prendre la parole, mais j'avais juste besoin de faire cette petite montée. Là-dessus, j'aimerais beaucoup entendre Karine, parce qu'on a discuté un petit peu du registre un peu glissant de la mémoire et de qui veut conserver ses archives, qui ne veut pas, parce que ça fait aussi le terrain de débat, en fait. Certains groupes politiques ne veulent pas diffuser leurs archives parce que c'est des contextes confidentiels, sensibles. D'autres sont plus amenés à ouvrir et partager, en fait, leurs documents. Donc, notamment par rapport aux questions autochtones. Karine, tu me disais aussi que c'était un débat dans les communautés de savoir comment on préserve les traces et les archives, en fait. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, ben, je peux pas parler pour toutes les communautés. Je peux parler peut-être du collectif Arnaït parce que ça fait 4 ans que je travaille avec eux, avec une équipe dont ma collègue Susan Lord, dont Lunda Groussani qui est Anishinaabe de Kitikandjibi, dont Nak Alariac, Tamara Lang, Claire Gray. Donc, c'est toute une équipe à Queens et ailleurs qui travaille avec Marie-Hélène Cousineau, avec les aînés Suzanne Avignac et Madeleine Ivalou. Donc, ce qu'on a à Queens, c'est un total de 332 documents audiovisuels sur lesquels sont enregistrés 30 ans d'histoire, d'entretien, de matériel de production et de documentation sur la vie des femmes au Nunavut. Et comme je t'expliquais, Julia, nous, on a eu une rencontre avec les aînés, avec Marie-Hélène, pour savoir
qu'est-ce que vous voulez numériser, remédier, comment est-ce qu'on peut conserver ça, comment est-ce qu'on peut vous aider, revitaliser aussi le site d'Arnaït Video Productions. D'ailleurs, si vous allez sur leur site, je vais faire la promotion de notre projet. Là, il y a une page qui explique un peu ce qu'on a fait avec eux. Et je crois qu'une des leçons importantes qu'on a apprises, c'est justement, il y avait du matériel qu'on disait, oh mon Dieu, ça c'est du matériel qui doit absolument être préservé. Puis pour les aînés, c'était comme non, on ne veut pas ça, on ne veut pas conserver ça. Pour nous, c'est des entrevues plus personnelles, c'est des moments de vie, c'est des histoires de famille, des trucs comme ça. Donc, de respecter ça aussi, puis d'apprendre qu'il y a certaines choses, oui, que c'est important qu'on garde la mémoire vivante, mais qu'on doit apprendre à laisser mourir les choses, à laisser aller certaines choses aussi. Et pour moi, puis pour mon équipe, je crois au complet, c'est une grande leçon d'apprendre à laisser aller certaines choses, hein, qu'il y a certaines choses qui ne veulent pas être montrées, qui ne veulent pas être diffusées, qu'il y a certaines choses qui s'adressent à un public inuit. Hein, Zacharias Kunuk le dit souvent, on ne met pas les traductions, ça, ce n'est pas pour vous, vous n'avez pas à comprendre ça, vous n'avez pas à savoir de quoi on parle. Donc, c'est tout ça. Et je le répète, ça, c'est vraiment pour le contexte de notre travail avec Arnaït. Mais je dois dire aussi que les aînés ont été absolument extraordinaires, puis ils ont été très, très, très ouverts aussi au niveau de la communication. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur les archives? Bien sûr, Nicole. Oui, rapidement, parce que je crois que tout le monde doit partir là. Non, simplement pour dire, évidemment, au Centre Simone de Beauvoir, on est persuadé de cette importance. Et une des originalités, justement, de Delphine, Carole et Johanna, quand elles ont créé le centre en 82, c'était cette idée de conserver, de reporter sur des supports, parce que l'histoire de la vidéo, on n'a pas eu le temps d'en parler, là, ni Nicole ni Hélène, mais c'est qu'une histoire de support qui change, etc. Donc, il faut tout le temps reporter, tout le temps avoir des nouvelles machines, et voilà. Et ça continue. Donc, évidemment, l'importance de ce matrimoine, comme on l'appelle audiovisuel, est fondamentale. Et on doit aussi avoir des liens avec l'État. Alors, d'une façon, nous, on a une collaboration avec la Bibliothèque nationale de France et on en est très contente. Mais on peut aussi estimer que certaines vidéos, on veut les garder uniquement pour nous. Et je pense que les deux sont compatibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'empêcher de collaborer avec des institutions. Et d'autre part, on peut aussi avoir une partie de vidéo-activistes qu'on ne veut pas communiquer ou qu'on veut garder dans d'autres archives et pas dans des archives nationales. Donc, je pense que cette question-là, c'est une question vraiment fondamentale. Et on le voit dans le travail qu'on fait avec des jeunes, même des très jeunes en école primaire, qu'il y a un intérêt pour eux de savoir aussi, pour eux et pour elles, de savoir ce que leurs grands-parents, arrière-grands-parents vivaient à l'époque et de le retrouver sur ces vidéos, des fois qui sont un peu tremblotantes ou abîmées. Mais quand on écoute ce que disent les gens, on est passionné et donc on oublie un peu l'état moyen de cette vidéo qu'on dit pauvre, qui est peut-être pauvre en qualité, mais très forte en contenu. Donc je crois qu'on a tout à gagner à les conserver, à les restaurer, à les valoriser. Voilà, je m'arrête là. Merci, Nicole. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions du public avant de se quitter? Moi, je voudrais juste ajouter un petit mot pour dire que je vous écoute autant Julia que Karine, que je ne connaissais pas, que Naomi avec Tank et tout. En fait, je trouve ça très touchant et très, très positif que vous vous intéressiez comme ça aux archives et les faire revivre. Hélène et moi, on est peut-être un petit peu à part dans tout votre groupe, là, parce que nous, on les a fait, on était dans l'action quand on les a fait, on continue d'en faire d'ailleurs. Donc, on n'est pas du tout dans la même optique, mais c'est quand même très réjouissant de savoir qu'il y a des jeunes aussi, comme Julia, qui nous ont forcés déjà depuis 2-3 ans là, à fouiller dans nos boîtes, dans nos documents pour remettre ça à la cinémathèque et tout. Donc, et Naomi aussi avec Tank et le groupe Tank qui rediffuse des vidéos qu'on pensait ne jamais revoir. Donc, et puis je pense que Nicole Ferrandez fait la même chose avec le Centre Simone de Beauvoir et Jackie avec le festival aussi. Donc, voilà, merci à vous toutes de vous intéresser à ces productions qui, pour la plupart, auraient
probablement été oubliés. C'est tout. Merci beaucoup. Jackie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, justement, par rapport à ce que disaient Nicole Fernandez, Nicole Giguère, Hélène, Naomi et Julia et tout le monde, toutes les intervenantes, je pense que ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que les réalisatrices qui se manifestent plutôt comme réalisatrices que comme vidéastes ont tout intérêt à connaître ces archives. Parce que pour elles, ou pour moi d'ailleurs, ce ne sont même pas des archives, ce sont la mémoire vivante de ces luttes qui, comme vous l'avez bien dit et redit, ne sont pas du tout obsolètes, malheureusement. Les luttes qu'on vit aujourd'hui vont devoir reprendre parce qu'il y a toujours pour les femmes un recul possible et c'est ce qu'on va vivre en ce moment. Donc, c'est très important d'ailleurs d'être solidaire aussi d'un certain nombre de pays beaucoup plus défavorisés et où les femmes sont à un stade d'expression et de reportage de leur lutte beaucoup moins développé. Donc, un festival de films de femmes s'allie forcément avec tout cet héritage et je dois dire que ça a été très motivant pour nous quand on a démarré ce festival de savoir qu'il y avait un terrain de lutte et que sur ce terrain de lutte, on pouvait peut-être arriver à soutenir des réalisatrices qui se définissent peut-être plus comme des cinéastes ou des artistes. Mais ça n'est pas antinomique du tout, c'est-à-dire qu'il y a une grande continuité. Et quand on revient sur des personnes importantes comme Chantal Akerman ou Agnès Varda, je pense qu'il y a des liens. Il y a d'ailleurs une grande exposition qui se prépare à la Cinémathèque française pour fin 2023 sur Agnès Varda. Et alors, il y a beaucoup d'archives sur Agnès Varda. Elle-même, elle a constitué ses archives. Mais apparemment, il y aurait un département, en tout cas une partie de l'exposition qui serait consacrée au rapport d'Agnès Varda avec le féminisme. Là, ça m'intéresse beaucoup. Parce que je pense que pour le jeune public, ça peut être bien de trouver comme ça un fil rouge pour aller vers ces archives. Et je voulais savoir aussi par rapport au Québec, que pensez-vous de Monia Chokri, réalisatrice québécoise? Ça m'intéresse beaucoup parce qu'elle est d'une autre génération. Je pense qu'elle peut faire le passage. C'est mon avis. Hein. Ça peut être controversé. Je ne sais pas si vous voulez, quelqu'un veut répondre à la question de Jackie. Ben, c'est toujours un peu délicat de parler des autres réalisatrices. Bon, c'est sûr que avec Réalisatrices Équitables, on connaît pas mal les réalisatrices et dans les dernières années, il y en a plusieurs là, qui se sont démarquées. Il y a Monia Chokri, mais Sophie de Rasme, en tout cas, plein d'autres là, qui... mais moi, je trouve effectivement, je pense que ça peut être intéressant ou un moyen, comme j'y aurais peut-être pas pensé, mais comme Jackie vient de le dire, d'être... je pense qu'il y a un héritage. De passage. Un héritage qui n'est pas forcément formellement dans la tradition des vidéastes et des militantes, mais je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de très profond. Et je pense à une autre réalisatrice qui s'appelle Tracé Dir, qui a fait un film qui s'appelle Beans. Pour moi, elle est l'héritière de Alanis Obonsawin, vraiment, qui a été une grande cinéaste également engagée dans la lutte pour son peuple. Oui, c'est sûr. Alors, il y a plusieurs, on en est bien fiers d'ailleurs, depuis 4 ou 5 ans, il y a plusieurs réalisatrices qui ont émergé au Québec et qui ont une carrière assez internationale. Donc, bravo si tu les présentes, Jackie, tant mieux. Mais par contre, je continue bien sûr à soutenir le cinéma que vous faites parce que Nicole, je sais que toi tu es plutôt vers la peinture et le dessin, mais Hélène continue une œuvre importante. Hélène Doyle. Non, moi je continue le documentaire. Ah oui, tu continues le documentaire, pardon. Dernier film de Nicole donc, et d'Isabelle Ayer, donc Prison sans barreaux, qui a été montré il n'y a pas longtemps, il me semble, Nicole. Oui, puis il va être à la Cinémathèque d'ailleurs à l'automne. Il va être plusieurs soirs à la Cinémathèque. Québécoise. Québécoise. À Montréal. À Montréal. Eh bien, je pense que
il y aurait encore beaucoup de choses à dire, beaucoup d'échanges. C'est sûr qu'on a essayé de poser quelques questions au niveau justement des expérimentations de l'époque, du contexte féministe et de l'actualité en fait, hein, bien sûr, puisque c'est toujours une actualité qui résonne très fortement, et des archives aussi à montrer encore. Voilà, c'est sûr que là, il y a des fonds qui sont accessibles en ce moment, difficilement accessibles, mais c'est possible. Là, Tenk en a proposé 6 ou 7 films, mais il y a encore un grand travail à faire, et ça, je tiens à le souligner, hein, voilà, de défricher ces fonds, puis de les numériser, de les montrer, toujours en collaboration avec les vidéastes, donc, parce qu'elles sont encore présentes pour la plupart. Donc, c'est important, voilà, de poursuivre ce travail de collaboration. Et voilà, je voulais vous remercier chaleureusement, sincèrement, d'avoir été avec nous aujourd'hui, autant du public que de nos intervenantes, pour vos riches interventions. J'ai encore beaucoup appris aujourd'hui, j'apprends toujours. Donc, Naomi, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot avant que se quitte, mais en tout cas, merci encore. Ben, je voulais dire aussi un gros merci à Julia. Moi, je trouve ça toujours fascinant aussi qu'on parle de collaboration France-Québec, puis c'est Julia, une Française, qui nous permet de revenir sur une partie de notre histoire québécoise qui n'aurait pas été documentée avec autant d'ardeur et de rigueur et de ferveur, parce que Julia aussi, elle travaille entre autres à ce que ça soit reconnu à la Cinémathèque et tout ça. Donc, un gros merci à toi, Julia. Merci pour cette belle escale, puis merci à toutes les intervenantes. Vraiment, ça a été extrêmement riche. Moi, j'ai envie de vous entendre parler pendant des heures encore. Donc, ce n'est que partie remise. Peut-être en vraie personne, un vrai colloque là, international, France, Italie, États-Unis, hein, Québec, en quelques années. On devrait faire ça. Des beaux projets pour l'avenir. Puis voilà, juste un mot aussi pour vous dire que tous les films sont accessibles jusqu'à la fin juillet. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tous ces beaux films et puis nous écrire si vous avez des commentaires. On sera là pour discuter avec vous. Je vois qu'il y a plein de commentaires dans le chat aussi. Donc, je pense qu'il y a des échanges voilà, possibles pour le futur. Donc, c'est très réjouissant. Donc, merci à toutes et à tous.